le premier enjeu, c'est cette question de durabilité, d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, on parle des bâtiments intelligents, on parle de faible consommation énergétique. Que ce soit en termes de caractère, en termes de comportement, en termes de compétences, en termes peut-être d'ergonomie, on va dire de travail, de potentiel qu'on peut donner sous certaines conditions. Que la contribution de la technologie dans le domaine de la construction est très lente par rapport, par exemple, au domaine industriel, ou bien à l'informatique, ou bien aux autres domaines. Cette maquette numérique est partagée avec l'ensemble des intervenants et que chacun fait l'intervention en fonction de sa mission, en fonction de ses attributions. Donc, c'est à travers l'échange, à travers ça, on devient visible. Les gens vont nous contacter pour des collaborations, pour des recrutements. Salam alaikum wa rahmatullah. Bonsoir tout le monde. Donc, je vous souhaite la bienvenue pour notre chère audience qui nous suit actuellement. Le sujet de ce live webinaire, c'est le troisième live, le troisième webinaire qu'on organise, qui est organisé par Meet Academy, une société de formation comme vous le connaissez. Eh bien, donc notre sujet, c'est les enjeux de l'ingénieur conseil marocain dans le domaine de l'ingénierie de bâtiment. Donc, le sujet, comme j'ai dit, donc c'est le BTP, la construction, donc tout ce qui est génie civil, en particulier donc la construction de bâtiments. Et on est ravi de recevoir aujourd'hui donc Sismaïl Abbar. Merci Sismaïl d'avoir accepté cette invitation. Marhaba, c'est un plaisir à partager. Merci beaucoup Sismaïl. Donc voilà, toujours on essaye d'inviter donc des spécialistes du domaine qui ont passé des dizaines d'années dans le secteur qu'on vise. Et bien donc avec nous aujourd'hui c'est Sismaïl. Donc Sismaïl, si vous pouvez un petit peu nous présenter votre parcours académique et aussi professionnel et ce que vous faites actuellement. Donc, alhamdoulilah rabbil alamin, wa salatu wa salam ala ashrafil mursalin. Salam alaikum, bonsoir tout le monde. Tout d'abord, merci Meet Academy, merci Younes pour l'invitation et pour me permettre d'être parmi vous aujourd'hui pour me faire un webinaire, donc une discussion amicale sur le sujet qui est un sujet très important, qui est l'industrie de bâtiment et plus particulièrement l'ingénieur conseil. Donc, avant de commencer de parler au fond du sujet, donc, mon parcours, c'est un parcours un peu classique. J'ai fait 2 années de classe préparatoire dans une prépa publique. Ensuite, 3 ans dans une école d'ingénierie, qui est l'école Hassani des travaux publics. Pendant 3 ans, option génie civil, option bâtiment. Juste après, en 2011, j'ai intégré un bureau d'études dans la ville d'Ouarzazate, ma ville natale, donc, où j'ai passé 9 ans et demi. Donc, 9 ans et demi, on va y revenir peut-être pour raconter un peu les acquis, quels sont les plus et les moins de travailler. Parce que la règle, on ne passe pas beaucoup de temps au sein des entreprises, surtout aujourd'hui. Mais 9 ans et demi, c'était une expérience très, très riche pour moi, qui a forgé ma façon de penser aujourd'hui. Donc, 2 ans en tant qu'ingénieur de structure, donc calcul classique, réalisation des plans de coffrage, donc pour les gens du métier, donc ils savent de quoi je parle. Ensuite, 9 mois en tant que chef d'agence de la succursale du bureau. Donc, après 2 ans de travail, donc j'ai bien travaillé. J'estime que j'ai bien travaillé un peu sur plusieurs projets. Le patron a estimé que j'étais un peu en position de gérer une équipe, mais malheureusement, l'expérience n'a pas abouti. J'ai passé 9 mois et ensuite, je suis revenu au siège pour reprendre mes fonctions en tant que chef de projet. Donc, je vais peut-être revenir sur ce point-là pour parler un peu des compétences qui ne sont pas les compétences techniques, donc les compétences personnelles, les compétences des soft skills qui sont aussi importantes que les compétences techniques pour gérer des équipes. Donc, ensuite, 3 ans en tant que chef de projet, donc j'avais à ma disposition une équipe de dessinateurs, de projeteurs pour faire les plans de structure dans le domaine uniquement de structure béton armé et charpente métallique. Et enfin, 4 ans en tant que directeur technique où j'ai géré des équipes pluridisciplinaires composé de ma spécialité de base qui est la structure, et ensuite tout ce qui est fluide, tout ce qui est électricité, confort, sécurité incendie, assainissement, donc tous les volets, ou bien tout l'écosystème de l'industrie de bâtiment. Donc après cette expérience, juste après le Covid, suite à une réflexion avec moi-même, donc je me suis décidé à changer de cap et à aller expérimenter d'autres horizons. J'ai atterri à l'OFPPT dans une administration publique pendant 1 an et demi. Donc ça aussi, c'est une expérience qui a complété un peu le perfectionnement technique que j'ai vécu au sein du bureau d'études. Donc,
Une administration publique, c'est beaucoup plus la gestion des ressources, notamment les ressources humaines. Donc, ce qui m'a permis un peu de me perfectionner davantage dans ce volet-là. Actuellement, je suis un consultant indépendant. J'ai quitté l'ORFPT après 1 an et demi. Donc, maintenant, pour me consacrer à ma thèse de doctorat, donc je prépare une thèse de doctorat sur le renforcement parasismique des constructions à l'EHTP. En parallèle, j'accompagne des bureaux d'études, notamment ceux qui sont en création, donc en apportant ma modeste expérience et mon savoir-faire pour les aider à décoller, donc à être plus efficace dans la gestion des ressources et la façon de faire. Et je fais également de la formation, que ce soit au niveau des écoles d'ingénierie ou bien des formations spécialisées à la demande au sein des entreprises et pour les individus. Donc voilà, grosso modo, le parcours académique. Peut-être on va revenir en détail au fur et à mesure du webinaire. Oui, bien sûr, Sismail, bien sûr. Donc déjà, pour cette série de webinaires, on l'a appelé les enjeux de l'ingénierie. Donc une question qu'on pose toujours, puisque vous avez une expérience très longue dans le domaine du bâtiment précisément. Oui. Donc la question qui se pose, quels sont les défis de ce domaine? Donc on va dire le secteur du bâtiment, le secteur du BTP en général, les défis, les challenges, les évolutions peut-être actuelles que les ingénieurs de demain, les ingénieurs d'aujourd'hui doivent relever et doivent se préparer pour, et bien sûr, en termes de formation, peut-être en termes d'autres choses qu'on va discuter par la suite. Donc, pour cette question d'enjeu, je vais la subdiviser en deux parties. Donc, il y a les enjeux macro et les enjeux micro. Donc, les enjeux macro, ils sont au nombre de 3. Donc, le premier enjeu, c'est cette question de durabilité, d'efficacité énergétique. Aujourd'hui, on parle des bâtiments intelligents, on parle de faible consommation énergétique, on parle d'isolation thermique pour minimiser donc, la consommation en énergie, notamment en termes de climatisation, chauffage, en termes de la gestion de l'air ambiante à l'intérieur du bâtiment. On parle de la réduction de l'empreinte carbone en utilisant des produits ou bien des matériaux qui vont se substituer au ciment et au béton. Donc, c'est des matériaux qui génèrent beaucoup d'effets de serre donc, dans leur industrie actuelle. Donc, on pense aujourd'hui à utiliser des matériaux qui sont, disons, recyclables, avec une durée de vie importante. On parle aussi du volet durabilité, comme j'ai dit. Donc, à l'heure actuelle, certains bâtiments, la majorité de l'arsenal de construction dans notre pays a atteint l'âge de maturité. Donc, le béton, comme les spécialistes le savent très bien, sa durée de vie potentielle, c'est 50 ans. Donc, après 50 ans, il faut faire une intervention. Donc, soit on démolit, on reprend, ou bien on procède à une rénovation, donc à un renforcement de la structure existante, tenant compte de la fatigue. Donc, il y a une résistance résiduelle, et tenant compte de l'évolution en termes des normes. Donc, la majorité des bâtiments ont été construits pour une période où les normes ne sont pas très développées. Aujourd'hui, nous avons des normes qui sont développées. Donc, la question qui se pose toujours, comment peut-on donc adapter la construction, bien ce que nous avons actuellement, pour qu'il soit en adéquation, bien en conformité avec les normes actuelles. Donc, ça, c'est le premier volet. Le premier enjeu, c'est cette question de durabilité, efficacité énergétique. Nous avons également un deuxième enjeu qui est la sécurité et la résilience. Donc, les bâtiments sont conçus pour résister non seulement aux charges gravitaires, c'est-à-dire le poids de la construction elle-même, le poids des utilisateurs, le poids des équipements et tout ça, mais aussi pour résister aux phénomènes naturels. Maintenant, avec les changements climatiques, nous aurons plus de vents violents, nous aurons des orages, nous aurons des séismes. Donc, tous ces bâtiments-là doivent résister à ces phénomènes-là. Donc, l'ingénieur aujourd'hui est amené à développer sa façon de faire pour justement concevoir des bâtiments qui peuvent résister ou au moins minimiser les dégâts qui peuvent subvenir au moment de ces catastrophes naturelles. Nous avons également le volet incendie qui est un volet très important. Donc, tous ces volets-là rentrent dans la catégorie sécurité et résilience des bâtiments, c'est-à-dire permettre aux bâtiments, que ce soit ceux qui vont être construits demain ou bien ceux qui sont déjà construits pour résister à tous ces phénomènes-là. Et nous avons le troisième enjeu, on est toujours dans les enjeux macro, donc c'est l'intégration des nouvelles technologies. Principalement, on parle maintenant du BIM dans sa globalité. Donc, le BIM, c'est le Building Information Modeling, donc, qui est un ensemble de techniques, de procédés qui permettent d'intégrer les avancées technologiques dans le domaine de la construction. Ça commence depuis la conception, depuis la maquette 3D, la gestion des clashs entre différents intervenants, l'architecte, structure, les fluides, en intégrant aussi la variable temps dans l'évolution du projet, en intégrant aussi la variable coût
de construction, en intégrant aussi la variable cyclicité qui est l'efficacité énergétique, et en arrivant jusqu'à la maintenance et la gestion du patrimoine après donc, dans la phase d'exploitation. Donc tout ça, nous avons besoin des ingénieurs qui sont capables d'innover et de suivre l'évolution technologique en la matière. Donc l'enjeu majeur dans cette troisième catégorie, c'est de construire mieux, avec moins de ressources et dans des délais, qui soient un peu réduits par rapport à ce qu'on construit. On parle maintenant de lean construction, on parle du fast track, donc toutes ces notions-là rentrent dans cette catégorie qui consiste à apporter donc, la technologie au service du domaine de la construction. Donc ça, c'est grosso modo les enjeux majeurs de la construction et de l'ingénieur concept plus particulièrement dans le domaine de la construction. D'accord, c'est Ismaël. Ça, c'est pour les enjeux, on va dire, macro, c'est-à-dire d'une manière globale, côté écologie, côté sécurité, et particulièrement, donc, par la suite, ça vient le côté évolution technologique et comment les adapter pour le secteur de l'ingénierie de bâtiment. Oui. Maintenant, pour peut-être on va dire les enjeux, on va dire, à l'interne du domaine lui-même, donc pour un ingénieur, qu'est-ce qu'il doit développer comme compétences, pardon, comme, on va dire, savoir-faire, comme connaissances solides. Ça commence peut-être des connaissances de base qu'on développe aux écoles d'ingénieurs et donc, on poursuit, on va dire, la formation pour traiter peut-être les actualités du domaine. Donc, c'est une question un peu double, mais avant d'arriver aux compétences, donc je vais continuer sur les enjeux. Donc, les enjeux qui sont un peu spéciaux, disons, au contexte marocain, dans la même optique de traiter les problèmes majeurs qui sont donc à développer, auxquels les ingénieurs sont amenés à apporter des solutions. Donc, pour le contexte marocain, je vais le subdiviser en trois parties. Donc, en fait, trois parties, c'est par rapport aux trois composantes de l'écosystème qui construit un peu le domaine de la construction. Donc, il y a les institutions de formation, ou bien les écoles, les facultés de formation. Nous avons également le marché de travail, que ce soit les entreprises, les bureaux d'études, les bureaux de contrôle, les laboratoires, les administrations publiques, donc tout ce qui recrute les ingénieurs, et aussi l'État en tant qu'acteur important dans ce processus. Donc, commençons par c'est-à-dire le marché de travail. J'estime aujourd'hui que l'enjeu majeur auquel les ingénieurs vont faire face, c'est une question d'intégration. Donc, pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que les ingénieurs qui sortent de l'école aujourd'hui sont des ingénieurs qui appartiennent à une génération très particulière. C'est la génération Z. Donc, la génération Z, c'est tous ceux qui sont nés donc, à la moitié des années 95-97. Donc, ça dépend du référence internationaux en la matière, mais en général, c'est dans cette optique-là. Donc, les ingénieurs qui sont diplômés depuis, je dirais, 2017 jusqu'à aujourd'hui, appartiennent tous à cette catégorie, à cette génération Z, qui est caractérisée par l'omniprésence du net. Et cette omniprésence du net a influencé beaucoup sur leur comportement, leur façon de faire, leurs attentes, leurs valeurs. Et tout ça, ça crée des tensions dans le milieu de travail. Donc, l'enjeu majeur aujourd'hui chez les recruteurs, chez les managers, c'est cette question d'intégration. C'est vrai, la génération Z, c'est une génération qui est très compétente, très, très intelligente, très bien outillée en termes de l'outil informatique, donc très productif aussi. Elle arrive à trouver des raccourcis, des manières très intelligentes pour faire la même chose avec moins de ressources. Et elles ont une grande capacité de s'auto-former, une grande capacité de communiquer, vu que tout le temps, ils sont sur le net, ils sont en train de communiquer. Elles ont une grande flexibilité donc de faire la conversion d'un domaine à un autre, chose qui était très difficile pour les générations. Par exemple, moi, j'appartiens à la génération des millennials, et avant nous, la génération X, qui ont plus ou moins des parcours qui sont plus ou moins rigides. Une fois que vous êtes ingénieur de structure, peut-être vous allez rester ingénieur génie civil pendant le reste de votre vie. Aujourd'hui, cette rigidité dans le parcours, cette rigidité n'est plus d'actualité, c'est la génération Z. Donc, ils sont très flexibles, ils sont en mouvement permanent, et cherchent d'opportunités, elles cherchent des alternatives, ce qui pose un problème aux recruteurs aujourd'hui. Donc, je reviens toujours pour dire que c'est un enjeu majeur pour les recruteurs de prendre en considération la spécificité de cette génération pour la prendre en considération dans le processus de recrutement et dans le processus d'intégration. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons au sein des bureaux d'études auxquels je travaille, au sein des entreprises? Nous n'avons pas des structures bien adaptées pour l'intégration. Vous venez le premier jour, on vous donne un bureau, on vous donne une chaise,
voici monsieur, voici madame, voici votre équipe, et vous commencez à découvrir vous-même. Donc, cet échange, donc l'ingénieur, le fraîchement diplômé, est amené à découvrir les choses soi-même. Donc, vu sa formation, vu ce que nous avons dit tout à l'heure, l'omniprésence d'Internet, sa particularité de cette génération, trouve énormément de difficultés à s'intégrer dans un milieu qui est aussi rigide, aussi réglementé, pas de flexibilité, beaucoup d'horaires de travail, donc tout ça est trop du mal. C'est pour ça qu'on rencontre souvent des gens qui, au bout de quelques mois, quittent d'un poste à un autre. Donc, on a cette mobilité, une grande mobilité chez cette génération. Et les managers aujourd'hui, au moins auxquels j'ai des contacts, ils accusent souvent cette génération qui n'est pas engagée, elle n'est pas responsable, elle est sensible, donc à la moindre des choses, il quitte, il démissionne. Il ne répond pas au téléphone, ne répond pas aux mails professionnels, ils n'ont pas une capacité de rédiger des emails professionnels. Donc tout ça, c'est des paramètres que si on regarde les choses d'une façon plus globale, on va comprendre la particularité de cette génération, quelles sont ses attentes pour les intégrer plus facilement au sein de ces structures d'accueil. Donc, il y a énormément de choses, énormément de points. Je me permets de m'attarder sur ce point-là parce que j'estime que c'est crucial, c'est très important et c'est la source de problèmes aujourd'hui qu'on trouve chez les recruteurs et les recrutés. Donc, ils n'arrivent pas à s'entendre, chacun a des attentes qui sont différentes. L'un essaie de forcer un système préétabli qui existe depuis des décennies, l'autre, il a une autre façon de faire les choses, une autre manière de voir les choses. Donc, nous avons ces tensions qui se construisent donc, du jour au lendemain. Donc, très important pour les managers de comprendre la spécificité de cette génération en termes de besoin de flexibilité. Donc, c'est fini peut-être les gens qui travaillent pendant les nuits, pendant les week-ends, pendant les vacances. Cette génération-là ne va pas accepter donc, de travailler. Donc, il est très important de développer des systèmes qui leur permettent donc, d'avoir un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Et ils cherchent beaucoup plus du travail, c'est-à-dire en alternance, peut-être en hybride, travailler chez eux, travailler dans un café. C'est une spécificité de la génération Z. Il faut s'y adapter pour profiter de leur potentiel. Nous avons dit qu'ils ont énormément de potentiel, énormément de talent qu'il faut les mais il faut prévoir le terrain pour leur permettre justement d'intégrer facilement le système de travail. Côté communication, il favorise beaucoup plus les communications informelles, des messages WhatsApp, des messages surtout en différé. Elle ne répond pas au téléphone parce qu'elle estime que ce n'est pas important. Donc, ils ne se donnent pas l'obligation de répondre et préfèrent, donc, si vous voulez, vous m'envoyez un audio ou bien un message. Donc, ça, c'est la génération Z. Que vous voulez ou pas, il faut accepter cette donnée-là. Ils ne vous répondent pas au téléphone. Donc, ils ne sont pas toujours là pour vous répondre au téléphone. Donc, il faut prendre cette donnée aussi en considération. Même les messages audio, ils se donnent le luxe d'accélérer le vidéo 1x5 ou 2x5 pour les besoins particuliers. Donc, ces données-là, même s'ils sont des petits détails, mais qui ont une influence sur le mindset, sur la façon de penser de cette génération-là, qu'il faut comprendre et qu'il faut essayer donc d'apporter des solutions. Il y a aussi ce problème donc j'ai parlé ça au début, donc c'est cette capacité de mobilité. Donc, il ne faut pas s'attendre à des gens qui vont être fidèles à une entreprise pendant 10 ans, 15 ans, comme je suis maintenant. C'est des gens qui ont toujours des ambitions, dont la réflexion est toujours en mouvement, ils sont toujours en réaction avec le monde extérieur. Donc, il faut toujours les stimuler, il faut toujours les impliquer, il faut toujours les motiver pour qu'ils apportent un plus, pour qu'ils restent dans l'entité. Sinon, ils vont quitter sans même déposer une démission. Donc, c'est un peu le virtuel qui commence à s'installer dans le réel. Dans le virtuel, les gens, par exemple, participent à une communauté, participent à un groupe WhatsApp, participent. Et dès que je ne suis pas en accord avec ça, je me désabonne tout simplement, je quitte tout simplement sans dire un mot. Et ce mindset, cette façon de penser, commence à transiter dans le monde réel aussi. On constate que des gens quittent sans dire aucun mot, sans parler même de leurs soucis, de leurs problèmes. Donc tout ça, le management aussi, ceux qui sont seniors, ceux qui sont dans l'administration, ceux qui recrutent, doivent prendre en considération cette spécificité de cette génération qui est plein de potentiel, plein d'énergie, plein de créativité pour en profiter. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il faut préparer le terrain pour les intégrer facilement. Donc, cette question d'intégration est un enjeu très majeur, surtout dans le contexte marocain. On n'a pas vraiment des ressources humaines au sens international. J'espère que je n'ai pas été très long sur ce point-là, mais j'estime que les points méritent d'être éclaircis.
Je passe au deuxième volet. Donc, rapidement, les écoles et les facultés. Donc, les enjeux majeurs aujourd'hui, c'est en termes de trois volets. C'est tout d'abord actualisation des programmes de formation pour qu'ils soient en adéquation avec le marché du travail. Ça, c'est un volet très important, c'est un enjeu important sur lequel il faut se baser. L'intégration des professionnels dans la formation, c'est-à-dire, ce n'est pas uniquement des docteurs ou bien des ingénieurs permanents qui doivent assurer la formation, mais également des professionnels qui viennent pour assurer des modules particuliers, pour un peu partager, donc pour faire le lien avec le monde professionnel. Et un point important ici, c'est qu'il ne faut pas uniquement regarder le CV de celui qui va dispenser le module ou bien dispenser la formation, mais on sait ses capacités à dispenser une formation. Aujourd'hui, comme nous avons constaté, c'est une génération qui s'ennuie facilement, donc il faut vraiment trouver des profils qui intègrent la même philosophie, qui sont conscients des enjeux et qui sont capables d'apporter un plus à cette génération-là. Pas uniquement le CV, pas uniquement 15 ans d'expérience, 20 ans d'expérience, mais également la capacité du formateur, bien de l'expert, à apporter des choses qui sont concrètes et à stimuler donc la créativité, la réaction de son audience. Le dernier point concernant les facultés et les établissements de formation, il faut inverser le pyramide. Donc, le pyramide actuel, on se concentre tout d'abord sur les bâtiments. On construit de grands bâtiments. Et d'ailleurs, dans les médias, qu'est-ce qu'on entend? On a construit 300 salles de classe, 3 amphithéâtres, 2 bibliothèques. Donc, c'est beaucoup plus un marketing qui est basé sur le volume, c'est-à-dire sur la construction. Ensuite, on parle des logiciels, des outils. On a acheté des licences, on a acheté des logiciels dernier cri, on a acheté on a équipé un laboratoire. Donc, le deuxième volet, actuellement, dans le focus, c'est-à-dire dans le centre d'intérêt des entreprises, des instituts ou bien des écoles privées, c'est les équipements. Le troisième, c'est le programme de formation auquel on n'insiste pas, donc les gens ne sont pas intéressés à savoir que vous avez changé un module ou bien remplacé un module par un autre. Donc, c'est le troisième volet. Le dernier volet, c'est l'enseignant. Donc, c'est le créneau le plus faible de la chaîne, mais dans la perspective de faire évoluer les choses, il faut inverser les choses. Donc, à mon sens, le focus ou bien la concentration doit se focaliser sur l'enseignant. Il faut le motiver par un salaire, par des conditions de travail qui sont importantes. Donc, il faut commencer tout d'abord par l'enseignant. C'est la clé de la réussite d'un institut de formation. Ensuite, les programmes de formation, comme je dis, il faut qu'ils soient en adéquation avec le marché du travail. Ensuite, on parle des outils, on parle des logiciels, on parle des bibliothèques. Aujourd'hui, avec l'accès à l'information, ce problème ne pose plus. On a vraiment une démocratisation des outils. Tout le monde a accès à ces outils sans aucune distinction. On peut jouer sur les bâtiments qui, dans l'avenir, n'auront pas vraiment de pertinence parce qu'on peut très bien assurer des formations en ligne. Donc, le bâtiment n'a pas vraiment ce statut qu'il avait donc 20 ans, bien 15 ans avant, avoir un bâtiment gigantesque avec des laboratoires, avec une architecture bien particulière. Donc, c'est vraiment le dernier point qui doit faire le souci des institutions de formation. Je finis par l'État, qui est le troisième composant des enjeux micro, et je m'excuse pour le retard. Donc, pour l'État, je pense qu'il peut intervenir au niveau de 3 éléments. Je ne vais pas citer plus. Donc, tout d'abord, les normes de qualité d'accréditation. Aujourd'hui, il y a un conflit entre le privé et le public. Qui a droit, qui n'a pas le droit. Les gens donc les étudiants, bien les élèves ingénieurs qui sortent des écoles privées disent que ceux qui sortent des écoles privées ne sont pas à la hauteur. Donc, entre parenthèses, ils achètent des diplômes grâce à… Donc, il y a énormément de discussions qui se font là-dedans. Et l'État doit intervenir pour instaurer des normes de qualité d'accréditation pour les deux, pas uniquement pour le privé. Parce que si on insiste uniquement sur le privé, l'État va stagner dans son état actuel et elle va devenir une référence. Donc, les normes de qualité doivent concerner les deux. Donc, ils doivent concerner les organismes privés comme les organismes étatiques. On met tout le monde sur le même pas d'égalité. On s'assure que tout le monde a accès au financement. Donc, les organismes privés, donc c'est des investissements. Pour l'État, c'est l'État qui doit dépenser en plus pour donner la même chance aux étudiants d'avoir les mêmes conditions de formation. Donc, le deuxième point, c'est les mécanismes de contrôle. Donc, on a des normes de qualité, on a un cahier de charge. Une fois qu'on a l'accréditation, il faut l'accompagner. Il faut s'assurer que ces normes de qualité sont bien respectées lors du cursus de formation, donc d'une façon très régulière. Le dernier point sur lequel l'État peut jouer un rôle, c'est la transparence des informations.
Aujourd'hui, tout le monde prétend 100% de réussite, 99% des gens ont intégré le marché du travail. C'est des chiffres qu'on balance, c'est des chiffres qui peuvent être corrects, qui quand même peuvent être biaisés. Donc, l'État doit intervenir pour ne pas biaiser l'opinion publique. Donc, moi, en tant que quelqu'un qui a fait le prépa ou bien qui sort du bac, je dois avoir une base de données qui est fiable, qui me dit, voilà, l'école telle, voici son histoire, voici les modules qu'il dispense, voici le taux d'intégration, de taux de réussite, voici le taux d'insertion en 2000X, 2000X, 2000Y, 2000Z, sur des données qui sont basées sur le terrain. Comme ça, je donne la chance à tout le monde de choisir ce qu'ils veulent. Ceux qui ont les moyens peuvent choisir les établissements privés. Ceux qui n'ont pas, il ne faut pas les priver de cette opportunité pour qu'ils profitent d'un enseignement de qualité au niveau des établissements publics. Donc voilà, grosso modo, les trois enjeux selon les trois composants de l'écosystème qui composent un peu le domaine de la construction au Maroc. Donc, merci Ismaël d'avoir vraiment cité ces enjeux que je pense ils sont très profonds. Donc, vous avez allé donc deeply dans ce sujet-là donc des enjeux. Vous avez cité peut-être donc un enjeu que je vois très intéressant, très important, c'est d'investir dans l'humain. Donc, ce que j'appelle donc le passage donc de l'ingénierie de bâtiment à l'ingénierie de l'humain, ou bien l'ingénierie de génération, min handasat al-bina ila handasat al-ajyal. Ça, c'est vraiment un grand enjeu. Donc, on investit beaucoup dans les outils, dans les bâtiments, dans la construction, dans l'infrastructure, mais peut-être l'humain, on l'oublie. Donc, s'il n'y a pas l'humain, s'il n'y a pas, on va dire les compétences d'un humain, donc on va dire une génération qui est très solide dans tous les aspects, que ce soit technique, managériel, soft skills, eh bien, même si on construit des bâtiments et des choses, ça ne va servir à rien. Et puis, une deuxième chose, c'est que vous avez cité, c'est de comprendre cette génération. Donc, il y a une influence extérieure, il y a des évolutions qu'on ne peut pas contrôler. Alors, ça m'a fait penser donc le fait de peut-être penser à former aussi les managers, parce que oui, on pense à former, ça c'est certainement, donc on pense à former les ingénieurs, former les étudiants, mais aussi, d'après ce que vous avez cité, peut-être on devra former aussi les managers à comprendre cette génération, peut-être à avoir une vraie réflexion sur peut-être ce qui caractérise cette génération, que ce soit en termes de caractère, en termes de comportement, en termes de compétences, en termes peut-être d'ergonomie, on va dire de travail, de potentiel qu'on peut donner sous certaines conditions. Et donc, ça serait peut-être intéressant de penser dans les deux sens, former on va dire les profils, et aussi former peut-être ceux qui vont recevoir ces profils et qui vont donc savoir, donc on va dire profiter de leur vrai potentiel dans les conditions actuelles. Et aussi, vous avez cité donc les écoles, donc tout ce qui est formation, tout ce qui est faculté, tout ce qui est, on va dire, État et leur intervention, ça c'est vraiment un élément très très important. Maintenant, je me permets de rebondir sur ce point-là d'échange. Même cet échange aujourd'hui, on a tendance à penser que c'est un échange unilatéral dans un seul sens. On ramène un expert, entre parenthèses, qui va transmettre une information aux générations futures. Alors que ce n'est pas vrai. D'après ma petite expérience, j'ai encadré des dizaines de stagiaires. Je fais aujourd'hui de la formation au sein des écoles d'ingénierie comme de la formation professionnelle. Et je peux vous en témoigner que c'est un échange dans les deux sens. Le formateur ou bien l'expert, il a énormément de choses à apprendre. Premièrement, parce qu'il aura des questions peut-être auxquelles il n'a pas pensé, ce qui va l'inciter à aller chercher des réponses, pas seulement bâcler les questions. Donc ça, c'est très important. Il en bénéficie aussi pour élargir les horizons de ses compétences. Deuxième chose, il développe sa capacité d'encadrer. Donc, un manager aujourd'hui qui ne fait pas l'exercice de transmettre son savoir aux générations futures, comment il est censé encadrer quelqu'un qui va venir dans son service ou bien dans son département? Donc, si on ne fait pas l'exercice, si on ne fait pas ce genre de rencontre avec on ne peut pas le savoir. Donc, on pense que grâce à notre titre ou bien grâce à notre statut, on a l'autorité de dicter des choses aux jeunes générations. Alors, comme j'ai dit, la nouvelle génération n'accepte plus l'autorité. Donc, on a intérêt à développer un autre style de management, un autre style de participatif, empathique, qui prend en considération les conséquences. Donc, si on fait cet exercice, on ne fait pas cet exercice-là, donc on risque de louper des opportunités d'apprentissage. Je parle toujours du côté monsieur l'expert ou bien monsieur le formateur qui fait la formation. Un troisième gain, c'est que ça permet d'échanger, donc d'avoir le souci
Peut-être nous, en tant que manager, on estime que c'est ça le problème, alors qu'en réalité, grâce à l'échange, on va découvrir que ce n'est pas vraiment ça qui pose le problème. Donc, ça peut donc dévier la discussion vers autre chose. Et grâce à cet échange, on peut se retrouver avec des solutions, bien des alternatives qui soient bénéfiques pour les deux côtés. Donc, c'est très important pour les managers aujourd'hui, pas uniquement de faire des formations, mais de faire l'exercice, d'aller vers les générations futures, de faire les échanges, que ce soit en ligne, ou bien en présentiel, ou bien avec leurs membres de l'équipe. Il ne suffit pas donc de se concentrer sur le travail, les emails, les instructions et tout ça, mais d'organiser des séances d'encadrement, de partage, où tout le monde peut participer librement et peut contribuer à l'évolution de l'organisation dans sa globalité. Oui, c'est un message très clair, Ismaël. Donc, voilà, les enjeux sont là, on va dire les challenges, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit préparer, que ce soit pour les ingénieurs, les futurs. Donc, si Younes, je pense qu'il y a un problème de La question connexion. donc, oui. Est-ce que vous pouvez répondre? Maintenant, vous m'entendez bien? Maintenant, ça marche. Maintenant, ça marche très bien. Donc, oui, pour cette question, est-ce que donc on peut savoir par exemple les compétences, les savoir-faire, les connaissances qu'on doit développer, que ce soit chez on va dire les ingénieurs, les ingénieurs fraîchement diplômés, ou même pour on va dire les anciens ingénieurs, et aussi dans l'autre côté chez les managers. Donc, vous avez déjà cité une partie de la réponse. Donc, pour les compétences aujourd'hui, le premier conseil que je donne toujours à ceux qui me contactent, bien à ceux qui j'ai le plaisir d'enseigner ou bien d'encadrer, c'est tout d'abord la spécialisation. Donc, on a tendance aujourd'hui à croire que si on maîtrise énormément de choses, on maîtrise entre parenthèses, on ne peut pas maîtriser une infinité de sujets, on a plus de chances, on multiplie nos chances d'être recruté quelque part. Alors que ce n'est pas vrai, c'est complètement inutile de dépenser tant d'énergie à apprendre plusieurs choses, à travailler sur plusieurs volets, en essayant de survoler énormément de sujets qui peuvent être même, qui n'ont aucun rapport les uns les autres. Donc ça, c'est une faute aussi donc c'est une tendance actuelle. Grâce à l'accès de l'information, on pense qu'on peut se balader horizontalement sans pour autant rentrer en profondeur. Ce que je conseille aujourd'hui, c'est d'être un généraliste dans le domaine, dans le contexte du bâtiment, c'est d'être un généraliste, c'est-à-dire de comprendre toutes les composantes de la construction, depuis la phase de l'étude de faisabilité jusqu'à l'exploitation d'un bâtiment, de comprendre le rôle de chacun, de comprendre les missions, les responsabilités de chacun, de comprendre les limites de chacun, de comprendre les déroulements de toutes les phases, sa phase conception, phase étude, phase marché et travaux, phase exploitation. Ça, il faut le comprendre en tant qu'ingénieur génie civil. Mais il faut avoir une voie d'approfondissement. C'est-à-dire, vous êtes en mesure de comprendre ce que l'autre peut faire, mais vous êtes spécialisé dans un créneau. Donc, votre production, votre travail doit se limiter à un créneau bien précis. Et les organisations de qualité apprécient beaucoup la spécialité. Donc, ils vous donnent une mission bien particulière. Cela n'empêche, ça ne veut pas dire qu'il faut s'enfermer sur sa petite fenêtre, mais de comprendre le processus dans sa globalité et d'être spécialiste dans un domaine très précis. La deuxième compétence que je recommande, c'est la maîtrise des coûts et des délais. Ça, c'est une compétence clé, mais malheureusement, qui n'est pas enseignée au niveau des institutions de formation, à ma connaissance. Donc, j'ai eu accès à plusieurs programmes de formation. J'ai moi-même assuré, j'ai fait le suivi avec des formateurs et des responsables pédagogiques. Cette notion de gestion du coût de la construction, de gestion des délais n'est pas très enseignée, n'est pas très développée. Alors que aujourd'hui, si on veut construire un bâtiment, surtout pour le propriétaire du bâtiment qui est la clé du projet, c'est lui qui va apporter, c'est lui qui va conclure les contrats avec l'ensemble des intervenants, l'architecte, le bureau du laboratoire, c'est lui qui va apporter le terrain, c'est lui qui va apporter le financement. Sa question va se réduire en fin de compte à combien et quand. Donc, si l'ingénieur aujourd'hui n'est pas dans la capacité de faire un travail et de chiffrer, d'avoir l'incidence de changer une variante par une autre variante sur le coût et sur le délai, peut-être sur la qualité. Donc, ça, c'est un travail qui est incomplet. Donc, vous pouvez faire de jolis dessins, vous pouvez faire des modélisations qui sont jolies à voir, agréables à voir, vous pouvez, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour quelqu'un qui va prendre la décision. Donc, cette dimension managériale doit être inculquée à travers la maîtrise des coûts et des délais.
la compétence technique, l'autre compétence technique, c'est l'attention au détail. Dans le domaine de l'ingénierie, c'est un domaine qui est très critique, qui met peut-être en danger la vie humaine. On construit des gratte-ciel, on construit des R+16, des R+10, avec des sous-sols, avec énormément de charges. Donc, il faut vraiment être très attentif aux détails. Il ne faut pas laisser les choses passer comme ça. Que ce soit au niveau des plans, il faut être très vigilant. Que ce soit au niveau des CPS, des documents qui sont écrits, des cahiers de charges, que ce soit au niveau d'exécution aussi. Donc, il faut développer cette capacité d'aller à l'essentiel, de chercher les points critiques, de les critiquer et d'essayer d'apporter des corrections. Donc, c'est une compétence très clé pour un ingénieur conseil dans le domaine de la construction. Donc, il faut la développer. Donc, peut-être, nous avons également des compétences, des soft skills. Peut-être, ça va venir au cours de la discussion. Dans les questions suivantes. Donc, je pense sur le plan technique, c'est les choses les plus importantes à garder en tête pour un ingénieur qui veut démarrer sa carrière dans le domaine de la construction. D'accord, c'est Ismaël. Donc, maintenant, pour les compétences de base, tout ce qui est, on va dire, formation, tout ce qui est outils, tout ce qui est donc logiciel qu'on utilise, par exemple, dans le domaine du bâtiment, par exemple, est-ce qu'il y a des choses précises à maîtriser, que ce soit au cours de sa formation en école d'ingénieur ou bien par la suite à renforcer, à consolider par la suite? Bon, ce qu'il faut savoir pour un ingénieur aujourd'hui, c'est que le génie civil, ce n'est pas un métier, ce n'est pas un seul métier. Donc, c'est un océan de métiers. Donc, tout d'abord, il faut essayer de voir les différents profils qui existent. Par exemple, dans le bâtiment, nous pouvons avoir un économiste. Son rôle, c'est de chiffrer des variants. Il ne fait pas de calcul, il ne fait pas de conception, c'est uniquement le chiffrage des variants. On peut avoir un ingénieur concepteur, c'est-à-dire c'est lui qui fait la conception et le calcul, le dimensionnement des structures vis-à-vis des charges extérieures selon les réglementations bien précises. Donc ça, c'est un métier. Nous pouvons avoir un ingénieur chef de projet ou bien un conducteur de travaux, donc ça dépend de la nomenclature, mais le rôle, c'est de concrétiser les plans du bureau d'études dans le plan réel. On peut avoir un ingénieur qualité, on peut avoir un ingénieur méthode qui est spécialisé, donc qui est concentré dans les méthodes d'exécution. On ne fait pas de calcul, uniquement les méthodes d'exécution des travaux. On peut avoir un ingénieur géotechnicien qui est spécialisé dans le laboratoire technique. On peut avoir un ingénieur qui travaille pour un maître d'ouvrage, donc qui travaille pour celui pour qui on construit. Donc, sa mission, c'est de coordonner, c'est de s'assurer que tout le monde fait son travail. Donc, c'est des différents profils. Donc, l'ingénieur aujourd'hui doit d'abord se situer par rapport à ça et ensuite voir quels sont les logiciels qui peuvent t'aider, ce profil-là, exactement à faire mieux ce qu'il fait. Parce qu'un logiciel, en fin de compte, c'est un outil qui va nous aider à mieux faire ce qu'on fait déjà. Donc, c'est ça ce qu'il faut garder en tête. Bien sûr, le logiciel peut nous aider à approfondir nos connaissances en se baladant dans l'aide, dans l'outil d'aide, en changeant un peu les paramètres, voir ce qui se passe. Ça peut nous aider à apprendre le métier. Mais en principe, le logiciel, c'est un outil qui va nous aider à approfondir, donc à faire mieux ce qu'on fait déjà. Donc, en conseil de base, il faut d'abord se situer. Donc, une fois nous avons choisi le créneau, ensuite, on peut citer quelques logiciels. Par exemple, pour les ingénieurs concepteurs, les ingénieurs de bureau d'études, c'est les plus courants. C'est les logiciels de dessin, c'est AutoCAD et Revit. On peut également citer les logiciels de conception et de calcul. C'est le pack Autodesk, donc c'est Robot Structural Analysis, donc c'est Robot, RSA. Il y a également des packs SIP. Donc, c'est une entreprise espagnole qui s'est installée au Maroc, qui a une filiale donc, qui développe aussi des solutions pour la conception et le calcul des structures en béton armé, charpente métallique et bois. Il y a également des logiciels américains, ETAPS, SAP 2000. Je ne me rappelle plus de nom, donc il y a une infinité de listes. Donc, Fondation, je ne me rappelle plus du nom. Il y a des logiciels qui sont beaucoup plus dédiés à la recherche, donc qui sont peut-être les open source auxquels on peut accéder gratuitement pour faire des recherches, pour contrôler les paramètres. Donc, ce n'est pas des logiciels commerciaux, mais c'est beaucoup plus des logiciels qui sont dédiés à la recherche, mais que les ingénieurs peuvent utiliser pour des problématiques spécifiques. Donc, tout ça, c'est un package, mais le conseil que je donne toujours, c'est qu'il ne faut pas essayer de tout comprendre. Essayer d'apprendre plusieurs logiciels sans aucune finalité. Tout d'abord, il faut se fixer la direction. Qu'est-ce que je veux faire? Quel est le métier que je veux exercer? Ensuite, je me pose la question, quels sont les outils? Et je me perfectionne davantage sur cet outil-là pour mieux faire ce travail-là. Donc ça, c'est la démarche la plus efficace et la plus rapide pour apprendre. Mais la pratique des choses aujourd'hui, c'est ce qu'on fait. On entend qu'il y a un logiciel, on essaie de le maîtriser. Et au bout d'1 heure, 2 heures de formation, on s'ennuie parce qu'on n'a pas de finalité, on n'a pas d'objectif. Donc c'est ça le grand problème. Donc il faut tout d'abord
fixer la destination, ensuite chercher les outils qui peuvent nous aider à mieux faire ce qu'on fait. Oui, vraiment, c'est un point très important, c'est Ismaël. Vous avez parlé peut-être d'inverser la pyramide en termes donc, de manager et profil. Et même là, on peut parler d'inverser cette pyramide, c'est-à-dire définir ce qu'on va faire. Par exemple, on va dire un exemple, construire un bâtiment ou bien le designer, le dimensionner. Ça, c'est une mission, c'est une direction, c'est un objectif. Alors, on va mobiliser les logiciels, les compétences, les choses à faire. Ou bien, donc, on commence par la mission, on commence peut-être par on va dire le job qu'on va exercer et puis on va mobiliser les compétences, le savoir-faire. Ça peut être un changement qu'on peut envisager dans les formations qu'on donne partout. Donc, Sismaïl, donc par rapport à ça, ça c'est très bien. Donc, en termes d'outils, en termes de logiciels, ça c'est, on va dire, c'est un volet très important. Maintenant, une question qui se pose et on a déjà reçu cette question. Donc, par rapport aux nouvelles technologies, donc on a le BIM, on entend parler de l'impression 3D, donc des matériaux écologiques, beaucoup de choses, le big data, beaucoup de technologies, peut-être AI aussi. Donc, qu'en est-il par rapport à ces technologies, particulièrement au Maroc? Donc, est-ce qu'on les a donc intégrées, ou bien on est au cours, ou bien déjà il y a des retards? Parce que si on sait cette information, eh bien, les gens vont savoir est-ce qu'ils doivent se préparer donc rapidement ou bien ils auront le temps. Je me permets de dire que le secteur du bâtiment est l'un des secteurs les plus lents en termes d'évolution technologique. Donc, pour plusieurs raisons. Donc, il y a des pratiques anciennes, il y a des acteurs qui pèsent énormément sur l'acte de construire, manque de formation des ouvriers. Donc, tout ça, le manque d'investissement, il y a énormément de choses qui ont contribué aujourd'hui que la contribution de la technologie dans le domaine de la construction est très lente par rapport, par exemple, au domaine industriel, ou bien à l'informatique, ou bien aux autres domaines. Mais n'empêche que c'est la tendance. On va y arriver un jour. Donc, c'est la ligne directive. Tout le monde essaye de s'en sortir avec les moyens de bord pour aller dans cette direction-là. Au Maroc, aujourd'hui, pour ce qui est du BIM, donc du bâtiment, c'est la technologie, c'est le processus qui fait couler beaucoup d'encre. Donc, on en parle beaucoup. Mais malheureusement, dans la pratique des choses, on n'a pas vraiment atteint la maturité où tout est partagé dans le cloud, où on a un BIM manager, une charte à respecter, donc toutes les composantes du BIM implantées dans des projets. Nous avons des tentatives, nous avons également sur certains projets, les grands projets du Maroc, la Tour Mohamed VI, donc les projets peut-être de l'OCP, le GESA, donc il y a des entreprises, TGCC peut-être, le SOGIA, pour ne pas citer des noms. Mais bon, vraiment, c'est des entreprises qui essayent un peu d'implanter le processus. Donc, le BIM, c'est quoi? Jadis, c'était un travail séquentiel, c'est-à-dire l'architecte fait son travail sur des fichiers AutoCAD en 2D, on voit ça au bureau d'études, il travaille sur ça pour faire son modèle de structure. Ensuite, le modèle architectural est envoyé aussi à un ingénieur spécialisé dans les réseaux, dans le MEP, dans le fluide, il fait aussi son travail. Et ensuite, on regroupe ça, on donne tout ça, c'est sous forme de plans physiques et des fichiers numériques à l'entreprise pour l'exécution. Et on lui demande par la suite de faire la superposition pour voir est-ce qu'il n'y a pas des clashs, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes. Et au fur et à mesure de l'avancement du projet, on va se rendre compte qu'il y a des clashs, qu'il y a des problèmes qu'on va essayer de résoudre au fur et à mesure. Donc, le BIM, c'est quoi? C'est, comme l'a dit comme on continue de le dire, c'est de construire avant de construire. Donc, c'est de concevoir le bâtiment, d'intégrer toutes les composantes sur un modèle interactif, nominatif, avec des objets, pas des schémas et des lignes, mais des objets réels, un mur avec des caractéristiques thermiques, techniques, coûts et tout ça. Donc, c'est une base de données qui va être exploitée par l'ensemble. Ensuite, on a cette notion de coopération, d'interopérabilité, c'est-à-dire que cette maquette numérique est partagée avec l'ensemble des intervenants et que chacun fait l'intervention en fonction de sa mission, en fonction de ses attributions. Ce niveau-là, on n'a pas encore atteint, mais nous avons des tentatives. Nous avons également au niveau des écoles d'ingénierie des tentatives d'implanter des modules pour faire du BIM, pour faire la modélisation 3D. Donc, on va y arriver. Donc, l'ingénieur d'aujourd'hui doit se préparer, tout d'abord par maîtriser le processus normal, physique de la chose, et de voir comment appliquer ça en utilisant un outil informatique qui va nous permettre de faire mieux ce qu'on sait déjà faire, donc ce qu'on a l'habitude de faire d'une façon un peu séquentielle. D'accord, c'est très clair. Par rapport maintenant à votre expérience dans le bureau d'études, donc
quelles sont les leçons qu'on peut en tirer, par exemple? Est-ce que vous avez des conseils à partager? On pose toujours cette question. Je me rappelle, on l'a discuté toujours. Donc, lorsqu'on était en école d'ingénieur, est-ce qu'on doit commencer par un bureau d'études ou bien par travaux? Sa dualité. Donc, qu'est-ce que vous en pensez d'après votre expérience et peut-être aussi d'autres leçons qu'on peut tirer de votre expérience? Bon, l'avantage majeur du bureau d'études, c'est que vous êtes au centre de tous les intervenants. C'est vraiment un élément clé de la construction dans la phase conception, dans la phase réalisation. Donc, ça vous permet de toucher toutes les disciplines d'une façon très élargie, très approfondie. Donc, ceux qui ont fait le passage du bureau d'études, elles peuvent facilement, s'ils ont les compétences, les soft skills nécessaires pour migrer vers autre chose. Donc, celui qui a fait le bureau d'études, par exemple, pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans, peut très bien faire la maîtrise d'ouvrage, travailler dans l'administration, travailler pour un promoteur immobilier, travailler dans un bureau de contrôle, travailler dans une entreprise de travaux, travailler dans… Donc, il est suffisamment outillé sur le plan technique pour assurer sa mission. Donc, reste à vérifier est-ce qu'il a les prédispositions, ou bien la prédisposition en termes de compétences personnelles pour exercer son futur métier qui est sa nouvelle destination. Donc, ça, c'est l'avantage majeur. L'avantage aussi, c'est que vous êtes toujours face à des nouveautés. Donc, il y a énormément de projets. On ne travaille pas sur le même type de projet. Aujourd'hui, vous avez une villa avec un sous-sol. Demain, vous avez un R+10. L'autre fois, donc, vous aurez un amphithéâtre. L'autre fois, vous aurez un mur soutènement sur une voie, sur une autoroute. L'autre fois, vous aurez une passerelle en charpente métallique. Donc, c'est vraiment une diversité de projets qui vous incite à vous informer davantage et à vous former, à vous auto-former pour répondre à ces besoins incessants. Donc, ça, c'est aussi un avantage important. L'avantage, moi, par rapport à mon expérience, c'est que j'ai travaillé dans une petite boîte. Donc, une petite boîte veut dire moins de hiérarchie. C'était moi et le patron. Donc, c'était des ingénieurs, le patron et des techniciens. Donc, une hiérarchie très allégée. Donc, il n'y a pas vraiment des limites et des attributions. Ça, bien sûr, assez plus, c'est moi. Mais je le vois, moi, en termes d'apprentissage, c'est beaucoup plus bénéfique pour accélérer l'apprentissage. Donc, dès le départ, vous êtes face à la responsabilité. Donc, vous ne faites pas partie d'une chaîne très longue où vous avez besoin de la validation de plusieurs personnes en dessus de vous pour valider une seule tâche. Donc, on vous donne le patron était vraiment très pédagogique avec moi, très pédagogue avec moi. Donc, il m'a donné directement la responsabilité. Voici, c'est le projet, débrouillez-vous, faites le nécessaire pour que ça réussisse. Bien sûr, avec un contrôle allégé. Donc, ça, c'est aussi un avantage important. L'inconvénient peut-être aujourd'hui, surtout aujourd'hui, c'est que il y a énormément de bureaux d'études qui sont créés, qui sont mal organisés malheureusement. Je ne les généralise pas, mais tout le monde aujourd'hui, c'est la forme la plus basique, la plus facile qu'on peut créer. Du jour au lendemain, on a une société de service qui s'appelle la bureau d'études X. Et après, on fait avec les agréments, tout ça, mais pour la création, c'est facile. Donc, on a énormément de bureaux d'études, Donc, ce qui a fait baisser, notamment dans les commandes publiques, ça a baissé les prix de prestations, qui a baissé les prix de prestations. Donc, la rémunération dans les bureaux d'études est très minime. Donc, un travail qui est acharné, peut-être des nuits blanches, peut-être travailler pendant le week-end, avec une rémunération qui est moins peut-être qu'une entreprise, ou bien un promoteur immobilier, ou bien une maîtrise d'ouvrage. Donc, ça, c'est un inconvénient. L'autre inconvénient aussi, c'est qu'il n'y a pas une cadence de travail continue. Vous n'êtes pas dans une usine ou bien dans une banque. Vous venez à 8 heures, vous terminez à 17 heures. C'est en fonction du projet. Il y a des périodes creuses où vous n'avez rien à faire. Donc, vous venez aussi vous assister au bureau. Il y a des périodes très intenses où vous êtes obligé d'être là presque 24 heures, 24/7, donc 24 heures sur 7, pour dire ça d'une façon métaphore, mais c'est vraiment ça. On a travaillé sur des projets, on était obligé d'être toujours présent, des nuits blanches, travailler des nuits successives, des journées, des travaux acharnés, des livrables, des vérifications. Donc, c'est vraiment intense où vous avez des périodes où vous êtes un peu allégé à faire autre chose, notamment faire la formation. Donc, ça, c'est grosso modo mon expérience personnelle et ma perception des choses concernant ce volet-là. Oui, donc c'est très clair, c'est Ismaël. Donc, et aussi, donc, ça doit être normalement proportionnel par rapport aux efforts de quelqu'un qui travaille dans un bureau d'études, par rapport à son salaire, on va dire aux choses qui lui sont offertes. Eh bien, on doit quand même donc jouer sur cette proportionnalité, parce que si on minimise le salaire, on minimise beaucoup de choses. Eh bien, donc,
comme vous l'avez cité, donc on quitte rapidement, peut-être on fait beaucoup de mobilité. Et donc, ça, on doit aussi penser dans ce sens pour les managers, pour les gens qui recrutent et pour les gens qui gèrent on va dire, les bureaux d'études. Vous avez cité la question du soft skills, donc vous en parlez donc beaucoup dans vos posts, donc je les suis donc avec passion. Donc, vous êtes, on va dire, très, on va dire, dirigé vers ce sens, c'est-à-dire vous donnez des conseils dans ce sens de comment trouver un job, peut-être comment être à l'aise dans un bureau d'études, les compétences qu'on devra peut-être maîtriser, mais pas les techniques, mais les choses, on va dire, managérielles, de gestion, des techniques. Donc, quels sont déjà ces soft skills, peut-être, d'après votre expérience, qu'on devra développer pour travailler, que ce soit dans un bureau d'études ou bien dans une société, on va dire une entreprise de construction? Donc, avant de répondre à cette question-là, j'aimerais bien revenir à cette question de bureau d'études, question de salaire et rémunération. Le problème aujourd'hui des bureaux d'études, je le cite toujours dans mes posts et dans mes interventions, c'est qu'ils ont avec un ingénieur, avec peut-être deux ingénieurs, un technicien et deux techniciens, et ils disent qu'ils font tout. Ils n'ont pas vraiment une spécialisation. Ils vous disent qu'ils font le bâtiment, ils font les routes, ils font la voirie, ils font l'assainissement, ils font ça, alors qu'ils n'ont pas les compétences nécessaires. Donc, s'ils n'ont pas les compétences nécessaires, elles sont obligées donc de baisser les prix pour décrocher des affaires. S'ils baissent les prix pour décrocher des affaires, c'est une opération arithmétique. Donc, on doit faire plus de travail pour être productif, pour espérer faire un bénéfice à la fin de l'exercice financier. Donc, tous ces paramètres-là jouent en fait ont des répercussions sur les salaires de ceux qui travaillent au sein des bureaux d'études. Le conseil que je donne aujourd'hui, et qui n'est pas vraiment très… c'est toujours dans la même optique de spécialisation, mais je pense aujourd'hui, même les bureaux d'études, même les structures, elles doivent en quelque sorte avoir une orientation. Il ne faut pas prétendre faire des services sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc, il faut se focaliser. Vous avez votre expérience en tant que manager, vous avez des techniciens, des compétences bien précises, donc se focaliser uniquement sur ce que vous maîtrisiez. Vous le faites bien, vous aurez un nom dans le marché, vu la qualité de votre livrable, et ensuite, ça vous permet d'augmenter donc les honoraires de vos prestations. Donc, c'est la seule façon avec laquelle on peut espérer faire du bénéfice tout en gardant un niveau de vie ou bien une rémunération qui soit plus ou moins raisonnable et proportionnelle à l'effort dépensé par les collaborateurs. Donc, ça, c'est une optique aussi je pense qu'il faut adapter par les managers. C'est une petite structure, on ne peut pas tout faire, il faut éliminer pas mal de choses pour se concentrer uniquement et faire bien ce qu'on maîtrise. Comme ça, on peut se distinguer par rapport à la concurrence. Donc, c'est le même principe aussi pour les ingénieurs débutants qui désirent se distinguer par rapport à leurs collègues qui sont diplômés des autres écoles. Donc, sur cette question des soft skills, donc c'est une expérience personnelle. J'ai passé 10 ans dans le technique. Donc, c'était ça. C'est là où est venue l'idée de lire. Donc, en premier lieu, c'était la lecture. Donc, j'ai lisé beaucoup de livres sur le développement personnel, pour le comportement, la productivité, la gestion de temps, la gestion des énergies, l'efficacité, tout ça. Et je me suis rendu compte que ce que je faisais n'était pas très bien fait. Donc, c'est orienté vers l'effort. C'est orienté vers combien d'heures j'ai dépensé à faire ça, alors que l'orientation, surtout d'un ingénieur, doit être orientée vers la valeur créée au sein d'une heure de travail. C'est pas l'heure. Il ne faut pas penser heure de travail. Il faut penser la valeur créée. Aujourd'hui, un médecin, un cardiologue, il vous fait une consultation pendant 30 minutes, il vous charge, il vous fait une facture de 1300, 1700 dirhams. C'est disproportionné par rapport au temps. Mais par rapport à sa compétence et sa capacité de faire, donc ça mérite ce coût-là par rapport à ce qu'il fait. Donc le même principe, il faut l'adapter, il faut l'incarner en tant qu'ingénieur. Donc votre contribution, il faut qu'il soit vraiment valable, il soit vraiment valorisé de façon à faire une contribution significative pour que vous soyez rémunéré de la même façon. Il ne faut pas penser heures, j'ai travaillé 60 heures, 100 heures. Alors, si on travaille logiquement, les ouvriers doivent être payés mieux que les managers, par exemple, si on raisonne avec cette optique-là. Mais il faut vraiment penser à valoriser son temps. D'où donc l'idée de cette question de développer ses compétences, de voir les choses d'une autre perspective. Concernant votre réponse à la question, je pense qu'il y a pas mal de compétences qu'il faut développer, notamment en tant qu'ingénieur conseil dans le domaine de la construction. La première et la plus importante, c'est l'esprit d'équipe. La construction, c'est un acte complexe qui nécessite la mobilisation de plusieurs compétences. Si vous n'arrivez pas
à communiquer, à collaborer efficacement, que ce soit en interne de votre organisation, bureau d'études, entreprise, administration, tout ça, et avec les collaborateurs externes, vous n'avez pas de place, vous ne pouvez pas réussir, vous allez souffrir dans cet engrenage-là. C'est vraiment aussi basique que ça. Il faut développer les compétences nécessaires pour travailler en équipe. Vous n'êtes pas seul, ce n'est pas votre contribution qui va réussir le projet ou bien le faire échouer. Vous faites partie d'une chaîne, d'un engrenage, d'un ensemble de collaborateurs. Il y a énormément de collaborateurs, donc il faut développer cette capacité à collaborer avec d'autres équipes. Donc ça, c'est premièrement. Deuxièmement, ça rejoint la première, donc c'est une compétence de la première qui découle de la première, c'est la communication. Donc la communication verbale, écrite, et peut-être vidéo, avoir une présence, développer ses compétences linguistiques, et notamment l'anglais. J'incite beaucoup les gens à maîtriser l'anglais. Le français, avec tout le respect pour ceux qui ont une culture francophone, n'apporte absolument rien. Surtout dans le contexte actuel, dans un domaine aussi développé. Moi, je pense que j'ai raté énormément d'années à lire des documentations françaises qui est une culture totalement différente. Quand j'ai fait le shift vers la documentation américaine, c'est complètement un autre mindset. C'est un focus vers les résultats. C'est très bref, c'est orienté opérationnel, c'est orienté ingénierie. Alors que la culture française, notamment dans la documentation, la normalisation, c'est compliqué, c'est beaucoup de textes, c'est beaucoup de références, on fait référence à une autre norme qui vous ramène à une autre norme et vous êtes perdu au sein de ça. Mais la réglementation américaine, la réglementation britannique, l'Inde, la Chine et tout ça, ils développent vraiment des choses qui sont vraiment très poussées, très limites, qui vous permettent d'exercer votre métier dans les meilleures conditions. Communication, présentation et langue. Donc ça, c'est le deuxième volet. Le troisième, c'est la troisième compétence, et je m'arrête là peut-être, c'est comment marketer son service. Donc aujourd'hui, vous avez un diplôme, vous avez des connaissances, bien, c'est très bien. Vous avez énormément d'attestations, vous les mettez ça sur votre profil LinkedIn, c'est très bien, mais comment vous distinguer par rapport aux autres? Ça, c'est une compétence absolument importante pour les ingénieurs aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une inflation de diplômes, nous avons énormément de jeunes qui sortent de leurs écoles face à un marché de travail qui ne peut pas absorber sous sa forme actuelle. Sous sa forme actuelle, c'est-à-dire avec les missions actuelles, les administrations ne font pas l'effort de développer, de faire le développement. Avec la configuration actuelle, le marché de travail ne peut pas absorber tous ceux qui sortent du travail. Donc, tous ceux qui sortent des institutions de formation, des écoles et des facultés. Donc, il est important de développer une présence sur le web. Aujourd'hui, c'est gratuit, c'est donné à tout le monde. Il suffit, avec un simple clic, je peux partager mes connaissances, je peux partager mes expériences, bien sûr, avec des limites, des restrictions. Je peux partager mes valeurs, je peux partager ma façon de faire. Et si, par exemple, en tant que recruteur, je suis visible au recruteur. Aujourd'hui, on est en train de faire un webinaire grâce à ça. Si personne n'avait une présence sur le web, ni vous, ni moi ne sera pas aujourd'hui en train de faire un webinaire. Donc, c'est à travers l'échange, à travers ça, on devient visible. Les gens vont nous contacter pour des collaborations, pour des recrutements, juste pour la connexion. Et plus on augmente son réseau professionnel, qui est une compétence très importante, avec le réseau, on ne peut pas s'en sortir. Sans réseau, on ne peut pas s'en sortir. Donc, c'est une façon de faire plus de réseau. C'est une façon aussi de montrer son expertise. Donc, il faut en profiter. Et en plus, c'est gratuit. Donc, on ne paie rien pour publier des posts sur LinkedIn ou bien créer un groupe sur WhatsApp, je dis n'importe quoi, sur Facebook, même si Facebook n'est pas adapté. Mais vraiment, LinkedIn, c'est professionnel. Les gens ne sont pas anonymes. Vous avez affaire avec des personnes réelles, avec leur titre, avec l'organisme d'accueil. Donc, c'est très adapté aux ingénieurs ou bien aux gens qui sont sérieux à développer un réseau professionnel important qui est vraiment donc une clé dans leur réussite. Donc, c'est très important de savoir marketer, donc d'étudier, même pas des cours sur le marketing, de faire des formations sur le marketing. Aujourd'hui, avec Google, avec tout ça, ils ont des formations gratuites sur comment marketer, sur comment faire la création de contenu, comment attirer l'attention, comment créer des titres attirants, comment être persistant, comment développer des systèmes pour produire un contenu de façon régulière, parce que la consistance est importante. Donc, tout ça, ça prend avec le temps. Et si on le fait, on ne va pas le regretter. Donc, ça, c'est le message que je vais transmettre aux ingénieurs. Ouais, merci beaucoup, Ismaël. Dans ce sens, donc, je recommande un livre, un très bon livre, donc, intitulé Show Your Work, Montrez votre travail, donc, par Austin Klein. Donc, il dit dans ce livre que peut-être un jour, vous êtes recruté grâce aux choses que vous partagez, que ce soit vos certificats, vos
vous travaillez, c'est-à-dire les projets sur lesquels vous avez travaillé au sein de votre école d'ingénieur ou bien au sein d'un ancien poste ou bien des choses que vous avez réalisées. Donc, j'insiste bien, donc c'est show your work, c'est pas autre chose. Oui. Ouais. Donc, ça, c'est Ouais, vraiment… c'est un livre que je recommande très bien. C'est un petit livre. Donc, c'est très abordable avec un anglais qui est très accessible. Donc, vous pouvez même voir les résumés, mais je ne conseille pas toujours les résumés, mais de vraiment lire le livre, c'est très important et ça montre l'impact que vous pouvez avoir. Avec un post, avec un article, avec une vidéo, avec une explication, vous pouvez décrocher des opportunités de travail, de collaboration infinies, quasiment infinies, et profiter du web qui est gratuit, donc qui va générer des opportunités de travail pour vous donc, dans le futur. Donc, c'est vraiment très pratique et ça donne des résultats. Ce n'est pas très approximatif, il faut juste s'y mettre. Il faut apprendre les règles du jeu un peu, s'y mettre un peu. Il faut être consistant dans la production aussi. Il ne faut pas produire un post aujourd'hui, attendre 2 mois pour… Ce n'est pas visible. Quasiment, on recommande aujourd'hui de faire une production presque journalière. Même si vous n'avez pas de choses à produire, vous pouvez repartager par exemple un post qui vous a plu avec un petit commentaire. Vous pouvez commenter également des posts qui sont déjà là en ajoutant une valeur ajoutée. Tout ça, ça va drainer des gens vers votre profil, qui vont visiter votre profil, qui vont voir vos compétences et qui vont voir ce que vous avez publié il y a peut-être 10 mois ou 1 an ou bien 2 ans. Donc, tout ça, c'est un mécanisme qu'il faut apprendre. Il faut juste s'y mettre et y croire et ça va donner des résultats aussi importants. Oui. Donc, dans l'occasion, donc si vous avez des questions, donc peut-être 2-3 questions, on va y répondre à la fin. Donc, peut-être, donc il reste, on va dire, on va rajouter peut-être 2 ou bien une discussion donc sur le point de, on va dire, de la formation. Donc, qu'est-ce que vous en pensez, Ismaël, pour le volet formation? Qu'en est-il? C'est-à-dire pour former les profils, qu'est-ce qu'on doit quand même consommer comme formation, comme contenu? Et aussi, peut-être pour même les entreprises, les bureaux d'études, est-ce qu'ils devront peut-être développer une stratégie de formation pour, c'est-à-dire, on va dire, c'est-à-dire être en mesure de suivre ces évolutions actuelles? Bon, pour ce qui est formation, là aussi, il y a une évolution très importante à noter. C'est que jadis, qu'est-ce qu'on met à votre disposition? Des références ou bien des documents. On vous dit, voici 30 gigas de documents sur le management de projet. Voici 100 heures sur tout ce qu'il faut savoir sur le management de projet. Jadis, parce qu'on n'avait pas accès à l'information, donc c'était une façon de commercialiser en se basant sur la durée. Et d'après les statistiques, personne n'aboutit à compléter ces formations-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? On a besoin des transformations. Ce n'est pas des formations informatives, c'est-à-dire qu'ils vous donnent des informations. L'information est partout, je peux la trouver avec un simple clic sur l'Internet, mais des formations transformatives. Donc, transformative, ça veut dire quoi? Vous êtes dans ce stade X et on va vous ramener vous êtes en position A et on va vous ramener à la position B. Voici le cheminement. Et peut-être, ça peut même prendre même pas 1 heure, 2 heures de formation. C'est très concentré. Voilà, qu'est-ce qu'il vous dit? Je ne vais pas inventer des choses. Je ne vais pas recréer la poudre. Je ne vais pas recréer la poudre. Mais je vous dis, voici le volet où vous êtes maintenant. Voici la promesse de la formation. Voici le déroulement. Voici ce que je vous apporte. Je sais que vous allez trouver toutes ces informations sur l'Internet, mais moi, je vous fais l'économie d'aller chercher vous-même. Et j'ai essayé de regrouper l'ensemble des points d'une façon très pédagogique qui vont vous permettre d'aller vers ce point-là, avec un laps de temps, avec une promesse de temps. Donc, c'est ce genre de formation qui vont aujourd'hui, qui sont vraiment consommées et que je conseille toujours. Il ne faut pas consommer une formation de 100 heures ou bien 300 heures. C'est vraiment inconcevable. On ne peut pas le faire. Donc, il faut vraiment se focaliser sur ce qu'on désire, la transformation qu'on désire réaliser et ensuite chercher la formation qui va nous permettre d'aller vers le point A et vers le point B, tout simplement avec un minimum d'efforts et avec un minimum de temps. Et il ne faut pas oublier qu'on s'adresse à une génération Z qui s'ennuie facilement. Nous avons YouTube à côté, nous avons Facebook à côté, donc un simple clic, ça peut dévier notre attention d'un moment à l'autre. Donc, il faut vraiment être très précis, très clair dans le traitement de l'information pour leur permettre d'atteindre le maximum de résultats avec un minimum de temps. Pour ce qui est formation, bien sûr, il y a un besoin énorme de formation, que ce soit au niveau des administrations, au niveau des institutions de formation, au niveau des managers, au niveau des personnes qui viennent de sortir de l'école. La formation académique n'est pas suffisante. Les prérogatives du marché du travail ne sont pas claires. Donc, il y a tout un gap à combler. Et aujourd'hui, si les gens sont intéressés, ils peuvent très bien concevoir des choses
qui vont permettre de combler les gaps ou bien de combler les problèmes. Donc, il y a les formations thématiques, c'est-à-dire par thème ou bien par exemple par spécialité. Il y a des formations sur les logiciels qui vont vous permettre d'utiliser un logiciel pour faire des choses, pour faire, par exemple, la conception d'un bâtiment, pour faire la modélisation d'un pont, pour faire la modélisation du passerelle. Donc, ça, c'est des volets qu'on peut traiter. Il y a aussi des formations qui vous permettent de vous présenter sur le net, de faire des entretiens dans un domaine spécifique. Parce que jadis, c'était des formations générales sur comment rédiger un CV, sur comment, mais dans le général. Mais aujourd'hui, ces formations génériques ne peuvent pas être adaptées à un contexte bien précis. Le contexte des médecins, ce n'est pas celui des avocats, ce n'est pas celui des ingénieurs. Donc, il faut vraiment des formations qui étaient à la base des formations génériques, générales, qu'il faut adapter avec des exemples pratiques qui vont permettre à une niche ou bien à une catégorie socio-professionnelle d'en profiter et d'exploiter d'une façon directe. Donc, ça, c'est le genre de formation qu'on peut donc consommer. Il y a également ce volet formation, on a parlé de ça, sur comment travailler avec les générations futures, sur comment encadrer, sur comment animer des réunions, sur comment former les gens à l'intérieur des boîtes aussi. Il ne faut pas toujours penser à ramener quelqu'un d'autre pour faire la formation. On peut très bien, à l'intérieur de la boîte, de l'organisation, profiter de l'expérience d'un expert pour animer des formations en interne. Ça aussi, ça nécessite une formation sur comment faire ce genre de choses. Donc, il y a énormément, c'est un océan très vierge, donc qui peut donc être auquel on peut recourir pour justement atteindre des objectifs ou bien combler des lacunes que nous avons dans notre cursus professionnel. Ouais. Donc il y a énormément de points qu'on peut traiter, mais donc on va dire ce webinaire, on va dire n'est pas suffisant pour les traiter en profondeur, que ce soit pour les soft skills, donc tout ce qui est personal branding, tout ce qui est donc cette stratégie de show your work, beaucoup de stratégies, donc comment trouver un emploi, comment trouver un job, comment développer son esprit d'équipe, beaucoup de choses à développer, mais c'est pas, on va dire, le bon, on va dire, canal pour transmettre ses connaissances. Peut-être on se donnera des rendez-vous pour des formations avec Ismaël, pour on va dire, qu'il partage avec nous son savoir-faire, que ce soit technique ou bien, on va dire, dans le sens de soft skills. Peut-être un dernier mot avant de conclure, Ismaël. Quel est votre conseil? Un conseil peut-être général, un message que vous voulez passer, donc que ce soit aux jeunes ingénieurs ou bien aux managers ou bien à toute personne d'autre. Donc, le mot de fin que j'aime toujours, je vais clôturer avec ça, c'est le ma'qoul. Donc, c'est le conseil que je donne toujours, c'est le ma'qoul. Mais il devrait le ma'qoul. Donc, c'est vraiment une phrase très profonde. On constate aujourd'hui qu'il y a des mutations sociales, des mutations économiques qui incitent les gens une orientation capitaliste. Il faut profiter du moment. Tout le monde fait ça. L'éthique, c'est j'aime. Tout ça, il faut vraiment avoir une base solide de valeurs. Alhamdoulilah, en tant que musulman, donc je m'adresse à tout le monde s'il y a une communauté qui n'est pas musulmane, mais dans la culture musulmane, nous avons des valeurs qui sont très solides, sur lesquelles il faut s'appuyer. Il ne faut pas tricher dans son travail, il faut faire de son mieux. Il faut toujours avoir un regard très critique. Est-ce que c'est conforme à mes valeurs? Est-ce que ce n'est pas conforme? Même avec la résistance du système, même avec la résistance, on va s'en sortir. Mais il ne faut pas se détacher parce que tout le monde fait ça, je suis un membre, donc ce genre de choses, ce genre d'excuses qu'on donne toujours pour justifier notre non-cohérence avec les principes de nos religions, avec nos principes de culture. Donc, le ma'qoul, quoi qu'il en arrive, alhamdoulilah, rizaq rah huwa Allah, donc donc c'est vraiment une équation avec une seule solution. Il ne faut pas chercher d'autres alternatives personnelles. Il ne faut pas anticiper, faire de son mieux. خدم على راسك, خدم على les compétences ديالك. Et une phrase très importante qui a un peu changé ma façon de voir le travail et tout, c'est qu'il faut travailler sur soi-même plus qu'on travaille sur son travail. Donc c'est Jim Rohn, je pense, qu'il a dit. Donc work on yourself more than you work on your job. Donc le travail, la valeur que vous pouvez apporter, que ce soit à vous-même, à votre famille, à votre société, à votre organisation, si on travaille sur vous-même. Se plaindre, critiquer les cafés, ça va absolument rien résoudre. Ça va apporter rien. Donc, l'essentiel,
Nous avons un contexte tous qui nous concerne tous. Personne n'est privilégié dans ce contexte. Peut-être il y a des préférences, mais dans le général, toutes les conditions sont quasiment les mêmes pour tout le monde. Donc, au lieu de se plaindre, passer son temps à critiquer, à juger, se focaliser sur le développement de son savoir-faire technique, de ses compétences managériales, de ses compétences transverses, sur les soft skills, lire beaucoup, suivre des formations, faire des formations, se perfectionner davantage, n'arrêtez pas donc d'apprendre. Et alhamdoulilah, tout ira bien pour tout le monde. Merci beaucoup, Ismaël, pour ce conseil. C'est le meilleur conseil qu'on peut donner à la fin. On a ici une question de c'est Nosraïd. Donc, il dit, qu'est-ce que vous pensez sur la spécialisation pour amélioration de la formation d'ingénieurs, comme par exemple ingénieur d'études bâtiment, ingénieur suivi bâtiment, ingénieur d'études route. Donc, il parle peut-être du volet, on va dire, formation et spécialisation dans ces domaines. Je n'ai pas trop compris la question. Est-ce qu'au niveau des institutions de formation ou bien c'est la formation professionnelle? Oui, il parle de la formation normale d'ingénieur. C'est-à-dire, il parle de se spécialiser dans la formation d'ingénieur. Il cite les domaines d'ingénieur d'études bâtiment, par exemple, ingénieur suivi bâtiment. Donc, peut-être sa question, ça concerne la spécialisation dans ces domaines. Les écoles, c'est un point de départ. Donc, il ne peut pas couvrir. Si on vous dit, par exemple, module béton armé sur 40 heures, si on veut vraiment faire l'étude de béton armé, il faut 300 heures, 400 heures pour cerner tous les aspects avec le détail. Donc, l'école est là, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit, vous avez un diplôme d'ingénieur d'État. On vous donne des points ou bien des notions de base sur chacune de ces disciplines-là. Donc, c'est à vous par la suite, et en fonction de vos aspirations professionnelles et du contexte de votre pays ou bien de votre région ou bien de votre milieu de travail, de vous spécialiser en cherchant. Donc, essayez donc de forcer les institutions à créer plusieurs modules. Imaginez par exemple une école, au lieu de créer un diplôme d'ingénieur génie civil, elle va créer 7 filières pour la même spécialité. Imaginez la logistique derrière, imaginez le nombre de formateurs, imaginez le nombre de classes, la gestion, la pédagogie. Donc tout ça, on ne peut pas s'amuser à aller en profondeur au niveau des institutions de formation. Ce qu'on peut faire, c'est vous initier, vous dire, voilà, bien sûr, nous avons parlé tout à l'heure de ce que les écoles peuvent faire pour améliorer leur efficacité, leur façon de faire les choses, mais il ne faut pas leur demander quand même de vous former prêt à l'emploi. Donc, vous sortez d'école, vous serez opérationnel. Il ne faut pas le demander à l'école. Donc, le volume horaire, le dispatching, la nécessité de faire les parascolaires, la nécessité de faire des modules transverses, tout ça, il faut le prendre en considération. Les moyens humains aussi à mettre en place, les moyens logistiques à mettre en place. Donc, tout ça, ça coûte cher. Donc, déjà, avec ce qu'on a, il faut le valoriser. Un ingénieur qui sort d'une école d'ingénierie après 3 ans, il est censé savoir un peu de tout, mais c'est à lui de chercher, de s'approfondir en se basant sur son milieu professionnel ou bien en faisant des formations professionnelles d'approfondissement par la suite. Donc, c'est ce que je pense, moi, sur cette question-là. D'accord, c'est Ismaël. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, donc on peut clôturer ce webinaire. Vraiment, c'était très, très intéressant ce moment de partage, Ismaël. Donc, merci d'avoir partagé avec notre chère audience beaucoup de choses très intéressantes. Peut-être qu'il faut noter, qu'il faut donc essayer de développer, essayer de travailler sur ces points le jour pour essayer un petit peu de passer, on va dire de la théorie vers la pratique et de vivre ces conseils, c'est-à-dire de mettre c'est-à-dire un effort, on va dire du temps pour développer et pour être, c'est-à-dire donc à la hauteur des attentes du marché du travail et aussi des attentes de l'évolution actuelle du marché. Merci beaucoup, Ismaël. Merci beaucoup, Younes. Au plaisir de partager avec vous ce webinaire. Donc, au plaisir de servir aussi. Donc, Inch'Allah, pour de futures collaborations par la suite. Donc, que ce soit au niveau de formation, bien au niveau d'organisation d'événements de partage comme celui-là. Donc, ça serait toujours un plaisir d'être parmi vous donc, pour le faire. Inch'Allah, Ismaël. Inch'Allah, merci beaucoup. Peut-être que je reviens aussi sur ce point que vous avez donc, cité à la fin. Donc, il ne faut jamais sacrifier ses valeurs quand même. Donc, le côté valeur, côté, on va dire, religieux, côté, on va dire, spirituel, ce volet-là, il faut toujours, c'est celui qui prime toujours dans le volet travail parce que de temps en temps, on voit ces choses-là, des gens qui sacrifient leurs valeurs pour faire des choses, par exemple, on entend souvent ça dans le génie civil, dans l'ingénierie, c'est-à-dire des dérogations, des choses mal faites. Vraiment, j'insiste sur ce point-là. Les valeurs sont, c'est ce qui est éternel d'ailleurs.
Et donc, tout passera, que ce soit le salaire ou bien le job. Razaq Wallah, comme vous avez cité, c'est Ismaël. Inna Allah wa razaq de quwwatin matin. Donc, on aimerait bien d'avoir une société qui est, on va dire, c'est-à-dire qui valorise ses valeurs, qui commence de là, de sa valeur, de ses valeurs, on va dire de son identité, de Ouïa. Ça, c'est vraiment un volet très important. Peut-être qu'on discutera avec Ismaël dans d'autres lives, peut-être par la suite. Le côté éthique pour l'ingénieur, le côté valeur et son importance, peut-être d'autres, on le discutera en profondeur dans d'autres valeurs, parce que c'est très important dans l'ingénierie d'avoir ce volet et aussi dans toute la vie. Et donc, pour donc Meet Academy, on vous donne rendez-vous pour un prochain live, Inch'Allah, sur un autre sujet. Et aussi, donc, on vous invite à revoir peut-être les deux anciens lives, le live avec C. Khalid sur les enjeux dans le domaine de l'eau et aussi le live avec le webinaire avec C. Abdel Tamim dans le domaine du route. Donc, ce sont des lives qui sont enregistrés ici sur notre page LinkedIn. Vous pouvez les revoir et ils seront très bientôt, Inch'Allah, partagés sur notre chaîne YouTube. Et si vous avez aussi, comme je cite toujours, si vous avez une spécificité de formation, un besoin spécifique en tant qu'individu, qu'ingénieur fraîchement diplômé, ou bien professionnel, ou bien même une structure d'aire d'études, ou bien, on va dire, société. Donc, on est là pour vous aider avec Ismaël, avec notre réseau de formateurs. Ils peuvent donc partager beaucoup de choses et c'est-à-dire donner du temps pour bien aller en profondeur dans chaque point cité ici. Donc, on peut organiser ça par la suite, Inch'Allah. Donc, merci beaucoup, merci pour toute l'audience et je remercie encore une fois Ismaël pour ce partage. Merci à vous. Salam alaikum. Merci beaucoup.